Avec nos invités, nous allons parler du Mali, l'ex-chef des services de renseignement arrêté. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale abandonne le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo. Le pays centrafricain, l'embargo sur les armes prorogé d'1 an. Et puis on termine par le Togo, développement à la base. Les avancées. Lui, Magloire Kemayo, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Vous êtes journaliste et écrivain. Nous avons également Adam Adjornou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Michel Takba, bonjour à chers téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. On va donc commencer par le Mali, le général Moussa Diawara à la tête de la direction générale de la sécurité d'État pendant 7 ans. Souyi Beka a été inculpé de complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture, a indiqué une source judiciaire. C'est dans l'affaire de ce journaliste qui a été tué tout simplement, lui Magloire Kemayo, sous Ibeka. Oui, Ibrahim Boubacar Keïta a un certain nombre de casseroles et comme on dit, les absents ont toujours tort. Le coup d'État qu'il a emporté fait qu'il doit endosser toutes les responsabilités de ce qui a été fait pendant qu'il était président. Le reproche principal est fait à son fils, à Karim Keïta, qui est directement accusé par rapport à l'enlèvement de ce journaliste. Mais comme le patron des renseignements ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait, il reste présumé innocent. Mais on a quand même besoin de l'entendre. Je pense que c'est pour cette raison-là que la justice l'a interpellé et qu'elle a besoin de savoir quelle est sa version des faits. Éventuellement, s'il a des éléments qui peuvent permettre de faire la lumière sur cette affaire, cela permettra probablement de rendre compte à la famille de ce qui est advenu à ce confrère journaliste. Alors, Adam, à défaut d'avoir peut-être le fils d'Ibeka, Karim Keïta, on a au moins pour le moment le directeur général de la sécurité. De toute évidence, même si on a le fils de l'ex-président déchu du Mali, et Ibrahim Boubacar Keïta, il n'en demeure pas moins qu'il ne soit pas l'unique personnalité impliquée dans cet assassinat-là. Mais je pense que mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, avec ces multitudes d'événements dont on n'a pas d'habitude l'issue, et que cela doit attirer l'attention. Moi, je pense toujours aux leçons à tirer. On l'a vu également au Burkina Faso, après la déchéance de l'ex-président du Burkina Faso. On a vu que Blaise Compaoré. On a vu également que le problème du journaliste assassiné aussi qui était aussi resté pendant. Et après sa déchéance, naturellement, on a vu qu'il y a des langues qui se délient et des gens ont été donc convoqués. Mais aujourd'hui, je pense que le directeur central de ces renseignements généraux, qui était donc le tout-puissant, c'est vrai que c'est une personnalité très discrète, compte tenu du rôle qu'il jouait. Mais évidemment, je pense que ici, les deux d'ailleurs même peuvent être, puisque ça c'est monnaie courante dans les procédures judiciaires, être aujourd'hui des présumés innocents. Mais je pense que en ce qui concerne l'interpellation de ce général-là, c'est le fait que le co-détenu du journaliste en question avait donc donné des alertes probants qui l'impliquaient directement. Il y a un autre lieutenant-colonel également, pour l'heure il n'est pas inquiété, mais également qui était aussi impliqué. Le gars dit voilà qu'il était présent et que le gars avait été assassiné avec 3 coups de balle. 3 coups de balle. Donc, c'est dit tout simplement que aujourd'hui, je pense que sur ces genres de dossiers qui ne laissent pas indifférent, disons, la population malienne, il va de soi que la junte embourbée dans des situations qui ne lui donnent pas bonne presse, il va de soi qu'il puisse quand même passer par ces passerelles-là pour se donner une certaine légitimité et être, disons, en accord avec la population qui veut savoir coûte que coûte de quoi est fait donc cette question-là. Et donc je pense que c'est de bonne guerre que l'administration
temporaire malienne ne fasse pas obstruction sur ce dossier-là, puisqu'on a vu au niveau du ministère de la Défense qui a pratiquement collaboré à ce que ce général-là puisse être interpellé. Donc moi je pense que plus ou moins, le Assimi Goïta et son gouvernement peuvent quand même tirer meilleur profit par ce dossier-là et se redorer encore le blason face à l'opinion qui est restée dubitative face à la gestion des affaires publiques. Luis Magloire Kebayo, une passerelle, comme Adam l'a dit, pour se donner une certaine légitimité. Cette procédure est la bienvenue pour la junte, selon vous également? Non, je crois que c'est une question de confiance. On est dans un rapport de confiance entre les dirigeants et les administrés, et il faudrait que ce lien de confiance-là ne soit pas brisé par le fait qu'il y a de l'impunité. Et au-delà de l'impunité, je pense qu'il faut également éviter d'être dans la chasse aux sorcières ou la volonté de nuire simplement ou de nuire à la réputation de gens qui ont travaillé sous un régime différent. Parce que il est évident que dans un pays qui se veut démocratique, dans un pays où les dirigeants veulent rester en harmonie avec leur population, on ne peut pas laisser des crimes comme celui-là impunis. Enlever un journaliste, voire l'assassiner, ne peut pas être considéré comme un acte normal et qui ne peut pas appeler des réponses judiciaires. Donc c'est pour ça que je salue l'acte en disant que on n'a pas besoin d'en arriver à une humiliation des dirigeants pour obtenir des résultats. Parce que quand on a été chef du renseignement, on est un homme d'État. On a géré de nombreux secrets. On a servi son pays, peut-être en commettant des erreurs. Ça, c'est probable. On n'est que des êtres humains. Mais quand on a servi son pays à un aussi haut niveau, il y a de différents niveaux d'interpellation qui permettent de préserver la dignité des gens tout en étant intraitables sur la volonté de faire la lumière et de rendre la justice. Alors, Adam, avec l'arrestation de ce général, quel substrat on peut avoir dans l'enquête? Non, l'enquête, vous savez, la probabilité est très forte que, de toute évidence, que ce général-là ne puisse se distraire, ne puisse se soustraire des éléments probants qui puissent donc contribuer à dire la vérité dans ce dossier-là, puisque, après tout, c'est de ça qu'il s'agit. Et dire la vérité parce que j'estime que lorsque vous occupez un tel poste, vous ne pouvez pas quand même vous dédouaner sur le fait que vous n'ayez pas des éléments qui puissent contribuer à pouvoir donc faire dire la vérité. Parce que vous êtes le chef des renseignements d'État de la République malienne. Il va de soi, puisque depuis fort longtemps, c'est vrai qu'il y avait une certaine mythisme qui était donc autour de la question, compte tenu du fait que c'est eux, Ibeka, qui dirigeaient les affaires et qui n'avaient pas trouvé peut-être opportun de pouvoir mettre devant les faits accomplis un certain nombre de dirigeants qui pouvaient peut-être ramer à compte courant contre lui-même, disons, sa gouvernance. Le moment est venu. Et ça, moi, je pense qu'il faut aussi nuancer. On l'a vu également avec le capitaine Sanogo, entre-temps, qui avait été cité dans des affaires de la tuerie des 11 bérets rouges. Et par la suite, on a vu qu'il a été détenu pendant longtemps pour finir, fiasco. Il a été libéré. Et on a vu que les gens sont restés comme ça dans l'air. Au même moment, moi, je pense qu'il n'est pas opportun de pouvoir peut-être faire inculper des gens et ne pas voir l'enquête aboutir. Puisque si nous faisons une petite comparaison avec les deux éléments, je pense que pour cette fois-ci, il faudrait naturellement qu'on aille, que la vérité soit dite. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas également faire promouvoir la justice des vainqueurs, puisqu'aujourd'hui, on a vu également que, comme l'a dit Kemaï tout à l'heure, il y a une sorte de chasse aux sorcières. Jusque-là, il y a toujours des détenus du camp d'Ibeka qui sont toujours là, qui ne sont pas aujourd'hui libérés. On l'a vu également avec ce deuxième coup d'État, avec l'ancien président qui est toujours lui-même et son premier ministre sous surveillance domicile. Donc, toutes ces actions-là laissent présager que nous sommes devant une junte qui veut naturellement peut-être faire casser un certain nombre de personnalités qui peut, parce que lorsqu'on parle d'un général, un général, c'est pas n'importe qui. Il fait partie de la vie active du Mali. Et donc, aller jusqu'à l'interpeller, et au finish, on n'a pas des éléments qui contribuent à faire dire la vérité. Donc, ça cause problème. Donc, je pense qu'ici, ils ne sont pas
totalement impliqué, puisque c'est la justice qui fait son travail, c'est la justice qui a écrit, puisque c'est dans l'ordre normal des choses, à ce qu'on puisse donc interpeller le général. Et là, le ministère de la Défense n'a pas fait obstruction, comme je le disais, c'est déjà une bonne chose, mais que la justice soit libre, indépendante, à pouvoir donc dire le droit, c'est ce que nous voulons, puisqu'il ne faut pas quand même qu'on laisse ceux qui ont commis ces vrais actes-là et pouvoir donc incriminer certains pour la simple et bonne raison qu'on veut finir avec eux, histoire de ne pas les voir donc ressurgir après contre eux. Alors, donc ça causerait problème. Alors, lui, Magua Kewayo, en quoi ce dossier est, on ne peut plus compromettant pour Karim Keïta et non pour Ibeka, le père? Non, parce qu'il n'y avait rien qui remontait directement au père. Le père était président de la République, il était censé être au-dessus de la mêlée, et les affaires sur lesquelles enquêtait le journaliste ne portaient pas sur la gestion du président de la République. Elle ciblait directement Karim Keïta, contre lequel aujourd'hui un mandat d'arrêt international a été lancé. Donc c'est lui le principal accusé. Je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais je pense que ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, notamment cet ancien chef des renseignements, vont intervenir comme des témoins assistés. Ce ne sont pas eux qui sont directement impliqués, mais comme ils ont des éléments de vérité sur le dossier, il y a besoin de les entendre pour avancer dans l'enquête. Et donc, c'est pour ça que chacun des acteurs qui, à un moment ou à un autre, dans la chaîne d'exécution de cette opération a été impliqué, rendra compte à la justice. Et j'espère qu'après, toutes les bonnes décisions seront prises pour permettre l'émergence de la vérité. Vous pensez qu'on peut avoir l'hypothèse là, il est certes le chef de renseignement et ne pas maîtriser le dossier? Tout est possible. C'est-à-dire que rien n'interdit à un soldat sur le terrain ou à un agent sur le terrain de faire ce qui lui plaît. La seule responsabilité du chef, c'est que il ne peut pas tolérer cela. Les faits ont été commis il y a quand même un certain temps, et si les sanctions n'ont pas été adoptées, c'est que d'une certaine mesure, la conduite a été validée par les chefs. Et donc, c'est sur ça qu'on attaque les chefs. C'est pas sur le fait qu'ils ont eux-mêmes de leurs mains agi pour enlever ou pour assassiner le journaliste. C'est que les choses se sont passées et ils n'ont pas pris les mesures qui devaient être adaptées à la situation à laquelle ils faisaient face. Vous voulez ajouter? Oui, en fait, moi, je pense que cette question évoque également la question de la liberté d'expression, mais également la manière dont les journalistes sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne s'agit pas seulement des journalistes, mais également des lanceurs d'alerte. Puisque la question, lorsque vous voulez véritablement donc mener une gestion saine de votre pays, ces acteurs-là sont des acteurs avec qui vous devez aussi, qui participent naturellement à faire en sorte qu'on ait une gestion saine du pays. Mais lorsque vous ne mettez pas les outils en place pour les protéger, ça cause problème. Et on en est là. Vous voyez, le gars a été accueilli froidement, a été maintenu durant des mois, voire des années en prison. Vous voulez parler de Birama Touré. Voilà, le journaliste. Et pour finir, il a disparu dans la nature comme cela. Et puis, je pense que c'est une question qui devait, en son temps, interpeller le président, même si lui-même n'était pas visé, devait donc l'interpeller, faisant en sorte que la liberté d'expression puisse prévaloir, puisqu'elle contribue à pouvoir donc assainir disons, la gestion du pays. Il ne serait pas question que Ibeka lui-même, en son temps, puisse donc maintenir ce mutisme sur la question. Puisqu'on n'a pas vu un engagement à la hauteur de l'acte qui était posé à son égard, même s'il y avait des bribes des miettes d'enquête qui étaient donc élevées, ils n'ont pas véritablement abouti, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est tout comme si le dossier est vide. Et ça, je pense que, émanant du règne d'un président de la République, cela doit interpeller la conscience collective. Et je pense que ce que la junte, au moins, est en train de faire, même si il y a des éléments qui laissent présager qu'aujourd'hui, peut-être il y a une sorte de chasse aux sorcières, puisque nous n'avons pas tous les éléments à notre disposition pour justifier cette thèse-là. Mais tout compte fait, ils sont déjà sur une bonne pente, étant donné que des gens ont commencé par être interpellés. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que les affaires d'État restent des affaires d'État. C'est-à-dire qu'il y a un degré de transparence qui sera atteint dans le traitement du dossier, mais il y a un stade qu'on ne franchira pas. Parce que on parle beaucoup de l'affaire Pegasus aujourd'hui, concernant le Togo, concernant le Maroc et bien d'autres pays. Mais avant cela, il y a eu l'affaire Snowden. Il y a eu d'autres affaires de ce type-là sur la vie privée, à la fois de citoyens lambda,
de journalistes, voire d'hommes d'État, d'hommes et de femmes d'État, on n'a jamais fait la lumière là-dessus. Et je pense que ce genre de choses-là, il faut les prendre en compte dans le traitement qui peut être fait par les administrations africaines pour que l'on comprenne que, évidemment, qu'on ne peut pas faire passer par pertes et profits la vie d'un journaliste. Même la vie d'un citoyen lambda, quel qu'il soit, on ne peut pas faire passer cela par pertes et profits, parce que si vous ôtez la vie à quelqu'un, si vous privez quelqu'un de liberté, vous commettez un délit. Vous le faites hors cadre juridique. Et donc, il faut que la justice intervienne pour dire le droit et vous sanctionner pour la conduite qui a été la vôtre, parce qu'elle est inacceptable. Mais une fois que l'on a dit cela, il y a un degré, encore une fois, de transparence qui ne peut pas être atteint parce que l'on est dans des affaires d'État et que les affaires d'État sont parfois couvertes d'un voile d'un voile qui ne permet pas de discerner très clairement les contours de l'affaire et donc de tirer toutes les leçons qui ont été faites par rapport à cela, malheureusement. Allez, on va marquer donc la petite pause. On revient pour la suite.